tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Léa, Head of Talent Management. Donc, elle bosse dans l'influence. Elle va nous dire qui elle est, ce qu'elle a fait dans sa vie, ce qu'elle compte faire plus tard, comment elle est arrivée là où elle en est surtout, parce que c'est un parcours pas incroyable, mais genre... Intéressant. Oui, intéressant, mais dans le sens où je pense que toi-même, tu t'y attendais pas. Ah non. Voilà. Enchantée. Bonjour à tous. Ah, j'ai toujours rêvé de dire ça. Je m'appelle Léa, j'ai 27 ans. Je suis normande et je suis arrivée à Paris il y a 8 ans à peu près pour mes études. Je suis Gémeaux. T'es venue à Paris à la base pour faire quelles études? Alors, je suis arrivée à Paris directement après mon bac. Donc, j'ai fait un bac ES, Ouais. spécialité sciences politiques. Mais ça veut dire quoi, sciences politiques? La science de la politique, genre. Analyser tout ce qui est autour de la politique, littéralement. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de mathématiques et tout. Ok, d'accord. Je suis arrivée à Paris pour faire des études de journalisme. Improbable, mais en fait, à l'époque, je faisais du karaté, donc à haut niveau. Et en fait, au lycée, j'étais assez forte en français et en... C'est quoi la matière chiante, là, que tout le monde déteste? Histoire? Non, merde, la matière que La matière chiante que tout le monde déteste. Une Histoire. matière littéraire. Philo? Oui, voilà. En fait, j'étais hyper forte en philo, j'étais hyper forte en français, etc. Donc bref, matière littéraire. Alors que j'étais en bac ES, rien à voir. Je faisais du karaté à haut niveau et quand on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je me suis dit journaliste sportif dans les sports de combat. Non, je te crois pas. Je te crois pas. C'est pour ça que j'ai voulu faire du journalisme. J'apprends des choses parce que bon, on se connaît depuis 2 ans, 1 an et demi. Et franchement, je savais pas. Sportif. Attends. Carrément, genre, ça s'est remis dans mon cerveau. Journaliste de sport, genre. De combat. En fait, c'était hyper précis. Ouais, je me suis dit, j'aime le sport. Je fais du sport de combat. Je connais ça à la perfection, vu que c'est vraiment, j'en fais un bon niveau, etc. Ceinture noire, enfin, je suis toujours d'ailleurs ceinture noire, etc. Donc, c'était ma passion vraiment de plus. Interviewer, Teddy Riner, suivre les JO, les trucs comme ça. Mettre en avant toutes les actualités dans le milieu des sports de combat. Je voulais pas non plus me fermer au karaté, parce que c'était hyper niche. C'est même pas un sport qui est olympique, donc hyper compliqué. Mais je me suis dit, vas-y, les sports de combat, ça peut être pas mal. Judo, taekwondo, enfin bref, il y en a plein quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé le journalisme. Je suis rentrée donc en bachelor journalisme plurimédia. Ça veut dire que tu touches à tous les types. Ouais, tous les médias. C'est ça, presse écrite. Non mais c'est radio, télé, presse écrite, journalisme web. Pendant 3 ans, j'ai touché à tout. J'étais ultra passionnée, c'était trop bien. Ah ouais? J'étais major de promo, genre j'adorais ce que je faisais. Ah, c'était incroyable ma vie. Je vois une autre Léa là, c'est trop bizarre, genre. Ma best life, c'était trop bien. En vrai, je crois que c'était les meilleures années de ma vie. À cette époque, donc dès la première année de mon bachelor, j'ai commencé à faire des stages. Mon premier stage, c'était en Normandie, de 2 mois à temps plein au Démocrate Vernonnet. Je faisais donc du journalisme dans les régions, en fait, je me déplaçais, genre... Ah, trop stylé en vrai. Ouais, mais j'allais au kermesse en mode qu'est-ce qui se passe à la kermesse? Mais c'est sympa, et je faisais quand un même. petit article, le tournoi de foot de la ville. Je disais genre qui a gagné, machin, j'allais voir, je me déplaçais. Tu devais voir le match de foot en soi pour pouvoir faire ton article après. Ouais. Ah ouais. Je faisais des articles vraiment sur tout. C'était hyper large et varié. En fait, c'était le journal d'une petite ville, tu vois. Ça parle de sport, ça parle d'actualité politique, machin. Enfin, ça parle vraiment de tout. T'avais galéré à trouver ce stage? Franchement, non, pas trop. Parce que, justement, je m'étais dit, en Normandie, il y aura beaucoup moins de candidatures que si je reste en région parisienne, voire même à Paris. Donc, voilà, j'ai tenté ma chance. La seule candidature que j'ai émise. Et j'ai été prise. Donc, j'étais trop contente. J'ai fait 2 mois là-bas. Et en fait, le boss de ce média-là... Donc, il y avait un autre média dans le même groupe qui s'appelait L'Impartial. Et en fait, l'été, ils avaient besoin de quelqu'un pour remplacer les journalistes qui partaient en vacances. Donc, ils m'ont proposé un CDD de 2 mois. Donc, j'ai été payée comme... un CDD, voilà. genre, avec la prime de précarité à la fin. Exactement. C'était trop bien. Première année, mon job d'été, c'était dans les études que j'allais faire. Genre, c'était incroyable. Ça m'a grave appris. J'avais ma petite voiture de fonction et tout. J'étais genre... Sérieux? Ah, trop sympa en vrai. C'était trop bien. J'allais faire plein de trucs et tout. Mais après, voilà, c'était sur l'actualité très locale en Normandie, tu vois. Qui peut ne pas plaire à tout le monde. Mais j'avais adoré. En vrai, c'était très cool. Et... je me suis retrouvée avec 4 mois d'expérience au bout de ma première année. Je pense que c'est bien. J'ai une anecdote qui m'a traumatisée. J'ai écrit un article. C'est pas un article, c'est dans la rubrique des gens qui étaient décédés. Il y a un monsieur qui était décédé, mais c'était une personnalité connue. J'ai fait une faute d'orthographe au nom de famille de cette personne décédée. Sauf que moi en fait je connaissais pas. D'ailleurs je pourrais même pas vous redire qui c'est parce que je ne sais plus. Le journal est paru, donc imprimé, tu vois. Il y a des gens qui ont écrit des courriers et qui ont appelé la rédaction pour dire c'est inadmissible, c'est trop grave, vous avez bafoué son honneur et tout. Genre vraiment c'était une dinguerie. Mais c'était quelqu'un qui était date connue parce que sinon les gens... Oui, c'était quelqu'un qui était grave connu, mais à l'ancienne, tu vois. C'était vraiment un vieux de vieux. Donc moi je connaissais pas.
et j'avais pas vérifié. Le secrétaire de rédaction avait pas vérifié, donc la personne qui relit s'il y a pas de faute, etc. J'avais pleuré, ça m'a traumatisée. Bah, tu m'étonnes. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je ne ferai plus jamais de faute d'orthographe de ma vie. Ensuite, t'as continué en bachelor, après t'es passé en master. Ouais, c'est ça, j'ai continué à faire pas mal de stages, toujours dans le journalisme en bachelor, et est venue ma 3e année de bachelor où je pouvais commencer à faire de l'alternance. Okay, et moi, c'était obligatoire de faire de l'alternance parce que une école de journalisme, comme toutes les écoles privées, c'est ultra cher. Je crois que c'était genre 8 et 12 000 euros l'année. J'avais eu de la chance que mes parents me soutiennent les 2 premières années. La 3e, je me suis dit, c'est obligatoire, il faut passer par la case alternance. J'ai commencé par chercher forcément dans des rédactions, je ne trouvais pas, et j'ai trouvé une offre que mon école m'a proposé, tout simplement. Quand on dit que les écoles n'aident pas pour les alternances, moi c'est faux. Vraiment, en vrai, ça dépend. Moi, je sais qu'aucune école dans laquelle j'ai été ne m'a aidée. Ce que j'entends la plupart du temps, mais moi c'était une petite école. Je m'entendais hyper bien avec le directeur, c'est lui qui m'avait dit j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses, postule, tu vois. J'ai été prise et j'étais rédactrice chargée de communication junior, donc chez l'annonceur. C'était un groupe de cosmétiques capillaires qui avait plein de marques. Je voulais vraiment une alternance, genre plus. Et là, c'était quand même mon domaine, rédactrice chargée de communication, donc ils avaient un blog, je m'occupais d'écrire tous les articles pour le blog, dans un univers forcément très cosmétique capillaire. Du coup, j'ai été chez l'annonceur et j'ai commencé à toucher à tout ce qui était communication. Donc en vrai, ça m'a permis d'avoir une première expérience. Pareil, j'ai énormément appris. T'es resté combien de temps? 1 an? 1 an. Ok. Ouais. Et après ça, donc master. À ce moment-là, j'étais toujours en mode, j'aime le journalisme, mais franchement, c'est un milieu qui est hyper fermé. De ce que j'entends autour de moi, dans l'école, etc., les gens plus âgés, ça paye super mal. Mais vraiment, genre les gens, ils sont pigistes. Tu galères pour finir la fin de mois, faut vraiment que tu trouves des piges. Les piges, c'est hyper mal payé. Le peu de CDI qu'il y a, t'as intérêt de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça a l'air difficile. Tu vas galérer après. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je commençais à mettre un pied dans la communication. Il y avait beaucoup de parallèles en mode journalisme, communication, comment ça fonctionne ensemble, etc. Donc je me suis dit, je crois, pourquoi pas, que je me tournerais bien vers la com plutôt, tu vois. Et dans cette expérience, j'avais commencé à faire un petit peu de relations influenceurs aussi. J'avais fait un événement, j'avais fait quelques giftings à certains créateurs, donc voilà, j'ai un petit peu commencé à mettre le pied là-dedans à ce moment-là. Et après, donc, Master 1, journalisme télé et radio. À ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un gros groupe de médias, donc Prisma Media, sur 2 médias, donc Oh My Mag et Genside. Aujourd'hui, ça s'appelle plus comme ça. Et j'étais social media et influence manager. J'ai fait 2 ans d'alternance là-bas. Vraiment une vraie expérience, quoi. Ah oui, vraiment une très très bonne expérience, très significative. J'ai commencé à bien développer mon réseau sur la partie influence parce que Oh My Mag à l'époque, donc c'était un peu avant le confinement. Et après aussi, ça avait explosé. Enfin voilà, c'était un média qui faisait beaucoup d'interviews de créateurs de contenu. Moi, je faisais les interviews, je les écrivais, je demandais à tel influenceur, on a repéré ce que tu fais, on aimerait bien te faire une interview, machin et tout. Donc voilà, ça avait prise de contact au niveau des influenceurs, rédaction de l'interview. Et je m'occupais aussi forcément des réseaux sociaux d'Oh My Mag et Genside sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Mais c'était un rythme de fou furieux. Genre sur Facebook, c'était un post toutes les 15 ou 30 minutes. Quoi? Ouais. Mais pour faire quoi? De 9h à 18h. Parce qu'en fait, les rédactions d'Oh My Mag, donc le média Oh My Mag en ligne, faisaient des articles. Et ces articles-là, moi, je les poussais sur les réseaux sociaux. Donc ça chômait pas, quoi. Si t'as pas d'idée, s'il y a rien qui se passe, tu fais quoi? Tu te démerdes, tu sors ton post. Ok, d'accord. Ouais. S'il y avait rien en termes d'actualité, tu faisais un post en mode... On mettait une photo de raclette et on mettait... Toutes les personnes qui ont le prénom qui commence par A, B, C, D doivent inviter telle personne à faire une raclette. Ça, c'est vraiment à l'époque, ce genre de truc. Moi, j'étais au prime de ce moment-là, genre. Et ça marchait trop bien. Oui, j'imagine. J'ai fait 2 ans là-bas et après donc mes 2 ans d'alternance et le Master 2, j'ai dit laisse tomber le journalisme, spécifie-toi en communication. Donc mon Master 2, c'était communication digitale et j'ai eu le titre d'expert en strat digital. Donc, comme nous tous en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est là que voilà, je me suis un petit peu fondue dans le moule. Parce qu'en soi, j'avais fait du journalisme. J'avais des expériences en com sur le terrain, mais pas à l'école. Donc, fallait que, tu vois. Après ça, donc j'ai fini mes 2 ans d'alternance chez Oh My Mag. Un CDD de 6 mois là-bas. Et après ce CDD de 6 mois, j'ai rejoint l'agence de management de talent Follow. Et tu faisais quoi chez Follow? Chargée de casting influenceur. Et t'as bien aimé? Ouais. J'ai trop appris. J'ai jamais autant appris de ma vie. Ça veut dire que tu connais tous les influenceurs. Je connaissais à cette époque-là, en tout cas, beaucoup d'influenceurs sur le marché. Et mon poste, c'était tout simplement de faire des castings pour les clients de chez Follow. Follow a des clients qui accompagnent sur toute la partie stratégie de marketing d'influence. Et sur ces clients-là, moi, je faisais tous les castings. C'était vraiment sur des castings genre créateurs de contenu classiques. Je pouvais faire de la nano. Des campagnes normales. Ouais, je pouvais faire de la nano, je pouvais faire du macro. Je faisais de tout, vraiment de tout. Et dans divers domaines. J'ai fait des castings dans l'agriculture. Dans la food, beaucoup de beauté parce que c'est le numéro 1 en influence qui donne et paye nos salaires, c'est la beauté. Voilà.
c'est ça. Du divertissement, de la tech. J'ai fait énormément. Ouais, tous les trucs, quoi. Ouais. 360 un peu. C'est ça. C'est-à-dire que je connaissais pas que les influenceuses qui font de la mode, du lifestyle. Enfin, c'était vraiment hyper large et varié. Donc, une fois que les castings étaient validés par le client, que Follow gagnait l'appel d'offres ou que... Enfin, bref, voilà. Je contactais les créateurs de contenu ou leurs agents et je leur faisais une proposition budgétaire. Ok. T'avais quand même aussi ce côté d'influence manager. Et négociation commerciale, beaucoup. Ouais. Heureusement, enfin, c'était une de mes parties préférées. Bah, tu m'étonnes, parce qu'en fait... Je faisais tous mes petits budgets. Moi, je pensais que genre, que casting, c'était vraiment, tu faisais les castings et après, il y avait un chef de projet / influence manager qui prenait la suite. Non, la compte manager prenait la suite une fois que moi, j'avais validé le budget et que ça pouvait partir en contractualisation. D'accord, c'est notre référent à nous aujourd'hui, quoi. Ouais, de ouf, carrément. Je faisais tous les budgets en amont, etc. Donc ça, c'était trop intéressant parce que au-delà de connaître tous les créateurs de contenu, je connaissais aussi leurs tarifs. Tu aimes trop l'argent, frère. Ah, j'adore l'argent. Mais je me suis rendu compte, tu vois, moi, par exemple, à l'école, j'étais nulle en maths, mais l'argent, c'est pas pareil. Et après Follow, t'as fait quoi? Je suis restée donc 1 an en CDI chez Follow. Ok. Et après, j'ai voulu passer un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire plus forcément côté agence client, mais côté agence management de talent cette fois. Et je voulais être agent. J'ai rejoint l'agence BTS Agency, dans laquelle je suis actuellement. J'ai été pendant un bon moment agent de 3 créatrices de contenu dans divers domaines, donc la beauté et le voyage. Et au bout d'un an et demi, je crois, j'ai évolué au poste de Head of Talent Management. Donc ça veut dire que j'étais plus agent, mais je gérais les autres agents de l'agence. En gros, aujourd'hui, mon rôle, c'est de manager et superviser l'équipe de talent manager et de veiller, on va dire, au bon déroulé des campagnes de tous les talents de l'agence. Donc j'ai, on va dire, changé de poste sur ces 2 ans. Bah, j'ai évolué, quoi. C'est quoi le plus dur quand tu passes d'être agent, tu fais ton petit truc de ton côté, t'as que tes talents à gérer, etc. Et ensuite, genre, tu prends genre 10 personnes et tu dois gérer leurs talents à eux, comment ils travaillent, etc. Enfin, la difficulté d'être un manager, finalement, à 27 ans. En vrai, l'influence, c'est un milieu qui est hyper jeune et j'ai pris une claque il y a pas longtemps. On a fait un rendez-vous pour un petit peu présenter tous les projets de nos talents, etc. Et il y avait une dizaine de personnes en face et je me sentais vieille. Ah ouais? Ah ouais, je me sentais hyper vieille. J'ai mon expérience chez Even où genre quand même c'était nous les jeunes et tout le reste c'était genre 30, 35, etc. Et après moi quand je suis arrivée dans mon autre agence, bah du coup genre c'est moi la vieille. Tu vois? Je pense que côté management de talent, les gens sont vraiment plus jeunes que côté agence, conseil, etc. Et annonceur aussi. Mais du coup, c'est pas difficile parce que toi, comme tu te considères comme jeune, tu manages 10 personnes qui sont aussi jeunes. Je manage des beaucoup plus jeunes parce qu'il y a des personnes en alternance aussi. Sur les personnes les plus jeunes, on a 5 ans d'écart. Déjà, être manager, peu importe ton âge, tu dois, entre guillemets, tu dois te fier aux états d'âme de tout le monde. Cette personne-là, elle réagit au quart de tour, donc il faut que tu lui parles comme si. Cette personne-là, elle sait vachement bien s'adapter, donc ça va, tu peux lui parler comme ça. Moi, je pense que j'ai des problématiques de manager au sens large, mais pas liées à mon âge, ça c'est sûr. Non mais genre ce que je voulais dire c'est si jeune entre guillemets, genre devenir manager si jeune et après aussi peu de temps dans l'entreprise. Genre ça t'a pas chamboulé, genre tu sais, parce que moi genre si demain on me dit tu deviens manager, ça me fait chier. Mais ça c'est un vrai truc hein. Genre je peux pas, genre je préfère faire mes choses de mon côté, être managée etc. Mais ça je trouve que c'est de la maturité de pouvoir se dire ça et d'être capable de se dire moi manager ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Régler les problèmes de un tel, de machin, de ci, de ça. Si j'avais voulu faire du social, tu vois, genre, je l'aurais fait. Genre. C'est ça. Mais moi je trouve qu'il y a vachement ce culte de, tu vois, genre dans toutes les boîtes, c'est le goal un peu de tout le monde d'être manager. Pas? Bah j'ai l'impression, mais en fait tu vois, genre il y a des moments où, genre quand t'es manager, après tu fais quoi? Genre quand t'as atteint le top. Et il y a une question à l'inverse. Quand tu n'es pas manager, est-ce que tu peux réussir? Est-ce qu'on a envie d'être manager pour aller tout en haut? Est-ce que, tu sais, il y a plusieurs questions, genre, est-ce qu'on a envie d'aller tout en haut? Mais si on est tout en haut, bah, il n'y a pas plus haut, donc on fait quoi? Dans tous les cas, être manager, c'est pas fait pour tout le monde. Mais vraiment, ça devrait pas être le goal de tout le monde, en fait. C'est dur, hein? Justement, de les personnalités différentes, etc., la façon de travailler. Et puis même toi, genre, t'es pas que manager, t'es aussi genre Léa. Et si un jour Léa, elle a pas envie, frère, tu dois prendre le pas sur, genre, ok, bah moi, aujourd'hui, j'ai pas envie, mais je suis manager, donc je dois le faire. Et moi, en fait, je pourrais pas m'effacer comme ça de ma personne, genre. C'est surtout aussi si t'as une ligne de conduite à tenir, une information qui doit passer ou quelque chose de pas très agréable, peut-être qu'avec laquelle t'es pas aligné,
bah t'as pas le choix en fait. Parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Ouais. J'ai pas créé ma boîte et je le ferai pas. Tu dois transmettre des fois des choses avec lesquelles t'es pas en accord. Faut avoir les épaules accrochées, tu vois. Vraiment. Et je comprends totalement que tout le monde ne puisse pas le faire. Mais t'as pas le choix en fait. Enfin, t'es payé pour ça, donc tu le fais. Et j'arrive à le comprendre, tu vois. Oui. Et moi, je le sais parce que j'ai eu des super managers dans le passé. Et je sais que des fois, ils avaient des choses pas cool à transmettre. Ils avaient des choses qu'ils avaient pas envie de faire. Typiquement, quand j'ai pas eu ce cas de figure, tu vois, mais quand tu refuses une augmentation à quelqu'un. Et toi, en tant que personne, t'as envie de la donner. Enfin, oui. Demande-moi 100 000 euros, c'est pas mon argent, je te les donne si tu veux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu peux pas, quand t'as des contraintes, t'as pas envie, mais tu le fais en fait. Enfin, c'est ton poste. Il y a des gens à qui tu vas faire de la peine, genre, t'as pas ton augmentation. Et genre, il y a des gens qui vont te détester aussi. Ouais, de ouf. Ah, ça, c'est genre, ouf. Tu sais, tu deviens la personne sur qui on parle et genre, quand elle arrive, on se tait. Ouais. Même s'il est super gentil quoi que ce soit, tu vas pas tout dire à ton manager parce que ça reste le manager et la hiérarchie entre guillemets. Oui, ou sinon ça veut dire que t'as fait trop copine-copine et que du coup c'est pas bon non plus. Oui. Quand t'es passé de agent à manager, forcément t'étais ami avec des agents. Ouais. Et donc après t'es devenu manager. Ouais, et donc du coup c'était soit la relation elle est restée pareille parce que il y a une personne qui comprend, soit la relation s'est dégradée, il y en a plus eu. Il faut beaucoup de maturité des deux côtés et je pense que le meilleur schéma pour manager, c'est quand toi t'arrives en premier dans la boîte et que tu crées ta team en fait et que vraiment les personnes que tu recrutes elles savent ton rôle dès le début. Et pour moi, ça, c'est le schéma, le meilleur schéma, quoi. Parce que quand t'es dans les équipes, t'es au même niveau, entre guillemets, que tout le monde et que tu passes manager, c'est pareil, c'est pas facile. Il y a énormément, genre, de jeunes qui veulent faire des stages, genre, par exemple, chez Follow. Ils envoient des lettres pour être chez Follow et tout. Avec 6 ans d'expérience, t'as vu toute l'influence, les vertes, les pas mûres, les côtés cool, etc. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, des attentes que t'avais il y a 6 ans et de la réalité d'aujourd'hui? Tout le monde se dit, ouais, c'est un métier trop star, c'est trop bien, je vais être avec des influenceurs, je vais faire les événements, etc. Tu vois, genre, que c'est un peu un métier strass et paillettes alors que pas du tout, quoi. Mais déjà, je pense que dans ce métier, si t'es fan des créateurs de contenu, ça marche pas. Si t'es fan, peu importe, d'une agence ou quoi que ce soit, ça marchera jamais. C'est impossible. Il faut que t'arrives à faire la part des choses, il faut que t'arrives à aller plus loin que j'aime trop cette personne, faut que je rentre dans l'agence où elle est, tu vois. Non. Et puis, l'influence, c'est pas des créateurs de contenu, enfin c'est pas que ça, c'est des campagnes. Faut vraiment aller beaucoup plus loin que j'aime trop, j'en sais rien, Gaëlle Garcia Diaz, j'aime trop ce qu'elle fait, c'est mon rêve de travailler avec elle. Non, enfin pourquoi? Va plus loin en fait, tu vois. Il y a souvent des personnes aussi qui veulent travailler dans l'influence pour eux-mêmes devenir créateurs de contenu. Ah oui. Ça c'est pareil, c'est un peu compliqué honnêtement pour moi. T'es le mauvais exemple. J'ai des potes qui travaillent. Moi j'étais influenceuse avant de travailler, tu vois. Oui, c'est pour ça, mais tu vois, moi j'ai un de mes meilleurs amis qui est devenu créateur de contenu au fur et à mesure d'expérience dans le milieu de l'influence, mais ça lui a jamais posé problème pour le coup. Je pense que c'est surtout aussi parce que Johan, il a vraiment un contenu qui n'est pas le contenu de tout le monde. Il a sa patte, il a son expertise aussi, et le fait d'avoir été dans des médias, le fait d'avoir eu ses propres expériences, ça a créé tout un univers autour de lui, tu vois. Il a vraiment son truc. Tu sais ce qu'il fait, tu vois. Il fait pas, il monte pas ses outfits, il fait pas des Get Ready With Me, tu vois. Il fait pas comme tout le monde, entre guillemets, tu vois. Il a sa personnalité. Mais en effet, si ton objectif c'est de devenir une énième Carla Ginola, tu vas pas, non. En étant dans l'influence depuis 14 ans, ce que vous imaginez, c'est vraiment tout l'inverse. Voilà, tout simplement. Parce que quand tu bosses sur des campagnes, quand tu es chef de projet influence, t'es pas tout le temps au contact des créateurs. Déjà, si tu bosses dans une agence de conseil, tu seras très rarement en contact avec les créateurs. Et si tu bosses en agence de talent, en vrai de vrai, on est très rarement avec eux quand on n'est pas agent. Tu les vois passer, ils font leur live, tu reçois des colis à l'agence, certes, mais c'est pas pour toi. Déjà, faut se mettre ça dans le crâne. Les événements où eux, ils vont, toi, tu vas pas y aller, forcément, si t'es pas agent ou si t'as pas un rapport avec l'événement, si c'est pas genre ton client ou quoi que ce soit, tu vois. Mais tout simplement de devenir créateur de contenu, eux, en fait. Mais ça marche pas comme ça, en vrai. Mais bien évidemment. Mais ils pensent que, tu vois, en travaillant dans ce milieu, toi aussi, tu vas avoir des giftings, tu vas aller à des événements, tu vas vivre un petit peu la vie de rêve, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, en tout cas, si tu crois que c'est ça, t'es pas là pour les bonnes raisons. Faut vraiment, je pense, être passionné par l'influence, comme je le disais, par les campagnes, par les briefs, par la stratégie de contenu, par l'envie de transmettre des messages pour le nom d'une marque à travers des créateurs de contenu. C'est ça. Si t'es là pour les strass et les paillettes, il y en aura pas dans tous les cas. Sois capable de, quand tu vois une campagne, pas dire, je sais pas, genre Chloé Gervais avec la neige. Il faut tellement avoir l'esprit ouvert. C'est ça, il faut pas être juste en mode mais elle est trop belle, j'adore ce qu'elle a fait. Oui, non, mais pourquoi? Comment elle l'a mis en avant? C'était quoi le message? Enfin, tu vois, c'était quoi faut aller vraiment plus loin. Si tu es côté agent, t'auras un petit peu de strass et de paillettes sur toi. Il faut que tu laisses la place à ton créateur de contenu. Il faut jamais chercher à lui voler la vedette parce que t'es pas là pour ça et c'est à lui d'être sur le devant de la scène et toi, t'es dans l'ombre. Et c'est comme ça, il faut que tu l'acceptes en fait. C'est quoi le plus gros challenge que t'as vécu en tant que... La plus grosse galère? Ouais, en tant qu'agent ou
en tant que Head of Talent Management? C'est littéralement le challenge de ma vie, c'est de réussir à déconnecter dans un milieu qui ne s'arrête jamais. C'est vrai. Ton téléphone, il est là. Moi, c'est la continuité de ma main. Bah pareil, Bah voilà. Je crois que le plus gros challenge, c'est de réussir à dire, ok, là, je déconnecte. J'y arrive pas. Enfin, c'est super dur. À part quand je suis en vacances et vraiment que je me déterre, mais c'est compliqué. Parce que même quand t'es sur la plage, tu finis par être sur Insta, tu vois une campagne et ton cerveau, il pense à des trucs, il fait des connexions. Je ne m'arrête jamais. En fait, quand les réseaux sociaux, du coup, l'influence, c'est principalement ton métier. Et même que genre, bah, tes potes, ton cercle aussi, ils sont dans l'influence. Tu vas sur Insta, tu vas sur TikTok. Bah, en fait, t'es tout le temps connecté même quand tu travailles pas. Et quand tu le veux pas, t'es connecté quand même. Et ça, c'est un peu chiant. Ouais, c'est super dur. C'est ça, en fait, il y a le droit à la déconnexion. Ok, tu vas pas envoyer de mail. Ok, tu vas pas parler sur WhatsApp Business à tes collègues. Mais en fait, quand tu vas aller sur TikTok et que tu vas avoir une campagne de fou, tu vas avoir machin. Tu vas avoir envie de la partager parce que t'as peur d'oublier. Ouais, faut que tout aille super vite, genre tout le temps. Mais d'ailleurs, ça, c'est une des qualités qu'il faut, je pense, dans l'influence, c'est d'être hyper réactif. Parce que sinon, tu peux perdre beaucoup d'opportunités. Moi, j'ai toujours appris à être hyper réactive. Mais bien évidemment, il faut pas non plus... Enfin, il faut prioriser les choses, mais tout en restant hyper réactif. Je détestais quand je travaillais en agence de conseil et que, tu sais, j'avais déjà briefé genre un TM et qu'il me répondait genre sous 3 jours. Parce que du coup, moi, derrière, mon client, il me disait « Oui, t'as eu la réponse de tel influenceur ?» Bah non, son agent, il a mis off pendant 3 jours ou alors son agent, il répond pas depuis 3 jours. Et du coup, ça fait que toi, derrière, t'avances pas. Le client, tu peux rien lui dire. Les autres influenceurs, ils te répondent, donc le budget alloué à cet influenceur-là, il réduit. C'était horrible, genre horrible. Et moi, je voulais jamais aller de ce côté-là, à la base, à cause de ça, parce que je trouvais que ça dormait trop, genre. En fait, je comprends, mais quand tu te mets de l'autre côté, c'est-à-dire de mon côté, que en fait, bah des fois, c'est ton talent qui te répond pas pendant 3 jours. Mais ça, je Alors trouve ça... moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça arrive et en fait, la personne, bah pas, peut-être qu'elle a perdu quelqu'un, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de grave dans sa life et en fait, elle va juste pas répondre à son agent qui pourra ensuite pas te répondre, tu vois. Alors des fois, il y a des personnes qui sont juste pas réactives, bien évidemment, mais pareil, tu vois, moi, je m'occupais d'une créatrice de contenu voyage, le décalage horaire, tout simplement. Ah ouais. Elle est dans l'avion, elle peut pas répondre pendant 12 heures et puis décalage horaire, machin et tout. Quand elle va répondre, moi, je vais dormir, donc en fait, je vais pas pouvoir te répondre. Ou j'ai une créatrice de contenu qui est à l'école, qui est encore étudiante. Quand elle a une journée, tu peux potentiellement trouver un moment à certains endroits, mais je sais pas, en partiel. Quand elle enchaîne un partiel de 4 heures, bah en fait, elle va pas me répondre pendant 4 heures. En fait, ce métier, il faut aussi savoir faire face à ça, c'est que c'est de l'humain. C'est de l'humain. Et en fait, c'est pas un produit, c'est pas un service. Il faut vraiment aussi être accroché parce que bah il y a beaucoup d'émotions, il y a le relationnel, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Il n'y a pas juste on vend tel produit, on vend tel service et ça s'arrête là, tu vois, c'est de 10h à 18h. Non, parce que ton créateur de contenu, dans sa vie perso, il peut se sentir mal, bah il va pas se sentir mal de 10h à 18h, tu vois, ça va être... Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'imagines si on leur disait ça, genre arrêtez, genre... Me parle pas. Si vous avez un problème, c'est entre 10h et 18h. Sinon, tu me parles pas. Comment on gagne sa vie dans ce domaine? Parce que on sait très bien que la com, c'est pas non plus le milieu où t'es payé le plus, tout dépend de ton poste. Mais est-ce que, par exemple, t'as des primes? Est-ce que t'as des commissions? Est-ce que si tu rapportes genre un gros contrat à une influenceuse, tu vas toucher un pourcentage sur ça? Comment ça se passe? Quand j'ai commencé, une de mes premières managers m'a dit « Ma belle, si tu voulais être riche, fallait partir sur la voie, sur tout ce qui était commercial. » Ouais. La partie communication, réseaux sociaux, influence, etc. C'est pas ce qu'il fallait prendre si tu voulais être riche. Donc déjà d'entrée, ça m'a mis dans le mood. Alors que j'avais quitté le journalisme pour essayer de bien vivre. Ça dépend énormément d'où tu es, donc chez l'annonceur, en agence, etc. Et comme dans tout milieu, ça dépend de ton poste. Tu vois, genre si t'es commerciaux dans une agence, bah t'auras forcément un variable plus élevé que ton fixe. Sinon, bah t'auras juste un fixe ou t'auras des avantages par-ci par-là. Franchement, ça dépend de ouf. Et il y a aussi la partie, il y a des personnes qui sont en free. Les personnes qui sont en free, elles prennent un pourcentage sur toutes les collaborations qu'elles font avec leurs créateurs de contenu. Ce pourcentage-là, encore une fois, il est hyper variable. Ça peut être de 5 à 30%. Et encore, je suppose qu'il y en a certains qui vont au-delà de 30%, tu vois. En fait, ce que je dis tout le temps, c'est que l'influence, c'est un milieu où il n'y a pas... Enfin, il n'y a jamais rien qui est écrit dans le marbre. Et en fait, faut tout le temps s'adapter à où tu es, à qui tu parles, avec qui tu es. Et ça marche pour tout. Absolument pour tout. Les campagnes, mais aussi le milieu de l'entreprise, tu vois. Ça évolue trop vite, en fait. Surtout ce milieu. C'est ça. Enfin, même il y a beaucoup de turnover dans beaucoup d'agences en termes de... Comme ça évolue vite, les gens, dès qu'ils ont une opportunité, ils se taillent, genre. Mais oui, mais c'est parce que les gens sont jeunes. Et quand t'es jeune, tu veux aller partout. T'as les dents longues, t'as envie de faire beaucoup de choses, etc. Donc, t'as les dents longues, t'as dit? Tu connais pas cette expression? C'est les dents qui rayent le parquet. Avoir les dents longues, c'est genre en mode... Les dents qui rayent le parquet. Non, ça c'est un autre truc, genre. Ah ouais? Bah ça je la connais aussi, mais c'est pas ça que je voulais utiliser, ouais. Tu connais tous les trucs sur les dents, en fait.
En mode, t'as grave d'objectifs. Hein. Ouais, t'as beaucoup d'ambition. T'es carriériste, en fait. quoi. Ouais. C'est un peu genre les 18-24 ans qui me suivent et des gens qui sortent de master, etc. En agence de communication, ne vous attendez pas à ce qu'on vous propose un salaire à 2000 € net direct après votre master. C'est très peu probable. Et le client, par contre, tu peux peut-être taper ton 2000, mais ça dépend. Franchement, je pensais vachement ça au début, mais je pense que c'est pareil, Tu penses que c'est les mêmes utopique. genre enveloppes? Ah, ça dépend, je te jure, ça dépend où. L'enveloppe peut être plus élevée dans une agence qu'on a pu citer au cours de notre discussion que à un petit annonceur, entre guillemets, tu vois, genre. Oui, bah oui. Enfin, petit, j'entends pas par une entreprise récente. Demain, t'as été, je sais pas, la boss d'une putain de marque dans un putain de groupe, tu vas chez les secrets de Loli. À mon avis, ils vont s'aligner. Oui, mais t'es la boss d'une marque d'un putain de groupe, c'est normal. Ouais, mais tu vois, genre, encore une fois, ça dépend de trop de trucs, tu vois. Ouais. Je sais pas. Pour moi, il n'y a pas trop de... Moi, je trouve quand même qu'il y a des fourchettes à partir de fin de master. Une fourchette de salaire, quand tu commences, dans le milieu au global. Et je pense que la fourchette, c'est entre 28 000 € annuels bruts et 30K max. 34. 34? Ouais. Non, mais ça, c'est pas tout le monde. Hein. Non, vrai, mais c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne moyenne. Ouais. Entre 28 et 34. La question que je voulais te poser, est-ce qu'il y a un truc que personne ne sait sur ton boulot? Il y a que toi qui sais. Bah du coup, tout le monde va le savoir. Un truc que vous ne savez pas, ça dépend grave de ma morphologie, mais ce métier fait grossir. Vous allez en déj client, vous allez en événement, il y a tout le temps de quoi manger, de quoi boire. C'est hyper dur de garder la ligne. Je me suis fait avoir. C'est vrai, je suis d'accord. Non mais moi, j'ai jamais autant grossi que quand j'ai été chez Follow, où j'avais tout le temps des déj clients. C'est super dur quand t'es au restaurant et tout, machin, de faire gaffe à ta ligne. Voilà, l'anecdote. Si tu devais changer de métier, donc complètement changer de métier. Donc je reste pas dans l'influence. Tu restes pas dans l'influence, tu restes pas dans le journalisme, genre un truc... Ok, je sais, mais je sais de ouf. Vas-y, c'est quoi? Moi, je vais ouvrir un coffee shop, je vais faire des cafés toute la journée et être au contact des clients. Parce que quand j'étais jeune, j'ai fait des jobs étudiants. Je travaillais dans un hôtel, je faisais le service au restaurant, au bar, je changeais les draps, je nettoyais la chambre. Ah bah, chambre de chambre, ouais. Femme de chambre. Et je faisais le ménage aussi, tu vois. Et bref, genre, j'ai adoré être au contact des gens. Ah genre, ouais? faire payer la facture, comment allez-vous, nanana. J'ai adoré, je te jure, j'ai adoré. Ton cerveau, il ne réfléchit pas, meuf. T'es pas fatigué à la fin de la journée en mode... Oh, j'ai fait des campagnes, mon cerveau il est fatigué, j'ai envie de déconnecter. Ouais. Non, t'es fatigué de tes jambes, t'es fatigué de ton corps parce que t'as été partout, nanana. Mais je te jure, la fatigue elle est différente et c'est trop bien. Des fois ça me manque. Je te jure, genre, je pourrais redevenir travailler de, je sais pas. Et du coup, moi j'ai envie d'ouvrir un coffee shop. Ok. Je ferai mes petits cafés là, petit matcha, petit café. Toi, tu dois faire des petits dessins dans les cafés au lait. Oui, et voir les gens être en mode vous allez bien, oh je suis trop contente de vous revoir, vous êtes venu la semaine dernière, est-ce que vous avez aimé? Ok. Non mais je sais Waouh. pas, les contacts avec les gens, la clientèle où t'as pas à réfléchir à des campagnes machin et tout, juste t'es là, tu vends un produit, tu sais ce que tu vends, t'es au contact des gens, comment ils vont. Ok, des fois t'auras des gens qui sont désagréables, évidemment que je me souviens de ce genre de choses. Pourquoi tu me pointes du doigt? Parce que tu es désagréable. Mais genre je sais pas, moi j'adore les gens genre. Et ce serait quoi ton conseil à la toi de 18 ans? Fais-toi confiance et tu vas être ça. C'est il y a 10 ans, hein. Franchement. Est-ce que tu penses que là, la toi de 18 ans, genre, si tu la vois et que tu lui dis, genre, ah meuf, il s'est passé ça, genre, elle serait comment? Elle serait en mode, mais non, jure. Ouais, elle serait ménangure, mais à la fois, genre, genre, j'ai travaillé pour tout ce que j'ai Ouais. fait, genre, tu sais, c'est quand même une suite logique. Ouais. Et je serais juste en mode continue, genre, lâche pas, mais il y a pas de dinguerie, genre, t'es un peu là où tu voulais être aussi, tu vois. Enfin. Oui, mais genre, pas que travail, genre, en général. Ah, dans ma vie aussi, dans tous les milieux pro, perso, fais-toi confiance et patience, genre, vraiment patience. Ouais. Tout vient à point, à qui c'est attendre, vraiment, ma citation, j'ai 48 ans, je l'avoue. Alors, l'épisode avec Andréina, je l'ai dit. L'épisode de vendredi, Je te crois pas. aujourd'hui, Tout vient je l'ai à ta dit. point, à qui c'est attendre. Et là, tu le dis pour moi. Mais genre, non. La tête de ma mère. Bah. Non, mais en fait, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je fais un podcast avec un invité, donc c'est la deuxième fois, hein, en fait, il redit les mots que j'ai déjà dit moi seule dans mon truc. Et je me dis, mais en fait, genre, et comme vous êtes mes amis aussi à la fois, je suis en Oui, mode, je pense. putain, on est tellement collectifs. Ouais, genre. ouais. Merci beaucoup, Léa, de nous avoir confié plein de choses sur ta vie dans l'influence. C'est un très beau parcours, c'est très sympa. Et félicitations à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer à investir dans une bonne skincare et d'avoir la peau que j'ai. Voilà. Ok, period. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Vous pouvez retrouver Léa sur ses réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Et vous pouvez me retrouver évidemment vendredi prochain à 8h. Je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et je m'arrangerai avec Léa pour qu'on y réponde. Gros bisous, bye bye.